Bien, je vous propose un exercice de mécanique. Il s'agit d'un motard qui va essayer de battre son record du monde de saut en longueur à moto à 1000 bornes. Donc, c'est un exercice composé de 3 parties. D'abord, la phase d'accélération de A à B. Ensuite, la montée du tremplin de B à C. Et enfin, le saut de C à D. Donc, dans cette première partie, je vais me consacrer sur la phase d'accélération de A à B. Et une prochaine vidéo, je vais faire la montée du tremplin et enfin le saut de C à D. Donc c'est un exercice que je vais décomposer en 3 parties. Aujourd'hui, je vais faire la première partie. Voilà, il s'agit de la phase d'accélération entre A et B. Bien entendu, vous avez le sujet, donc vous pouvez faire la suite de l'exercice et regarder la correction par la suite. Bien, pour la première question, sachez qu'il s'agit du système mécanique. Je vais le noter ici, système mécanique d'abord qui nous intéresse. C'est le pilote plus la moto. Donc pilote plus moto. On vous donne un chronogramme. En fait, ce sont des positions du centre d'inertie du système mécanique, photographiées à des instants différents. Donc vous voyez que là, j'ai représenté que quelques points. On verra l'annexe qui est donnée dans l'exercice. C'est juste pour vous expliquer un petit peu la méthodologie. Sachez que lorsque vous avez un chronogramme tel que celui-là, parce qu'on peut parler aussi de chronophotographie ou de chronogramme, ou de parler aussi de chronophotogramme ou une chronophotographie par exemple. En fait, on prend des photos du système mécanique à des durées de temps égales. C'est-à-dire entre G0 et G1, j'ai la durée que je peux appeler taux. C'est la même durée entre G1 et G2 et c'est la même aussi entre G2 et G3. Ça s'appelle la durée entre deux positions successives du système mécanique. Bien, lorsque vous avez un chronogramme tel que celui-là, eh bien, on vous pose en général de calculer la vitesse ou l'accélération, tout dépend de l'exercice. Donc sachez que si je m'intéresse par exemple à la vitesse de G1, vous voyez, je vais marquer V1, comme ça veut dire G1. Bien entendu, je prends la position d'avant et d'après G1, obligatoirement. Donc vous voyez que ça va être G0, G2, comme ça, divisé par 2 fois taux. Pourquoi 2 fois taux? Parce que j'ai d'abord un premier taux entre G0 et G1, voilà, et j'ai un deuxième taux, c'est-à-dire une deuxième durée entre G1 et G2. Donc j'ai 2 taux. Et G0, G2 signifie tout simplement la distance entre la position G0 et la position G2. Donc il suffit de prendre la règle, de mesurer cette distance, de la diviser par 2 fois taux et vous avez la vitesse V1. En fait, là, il s'agit d'une vitesse moyenne. Ce n'est pas une vitesse instantanée. Une vitesse instantanée, on la connaît à chaque instant. Ça, c'est une vitesse moyenne qu'on détermine de cette façon-là. Une vitesse moyenne entre la position G0 et la position G2. Vous voyez? Bien sûr, pour calculer, comme je viens de le dire, il n'y a aucun problème. Faites attention aux unités, par exemple. Si je prends
cette distance en mètres et le temps en secondes, chose qui n'est pas obligatoire, hein. On peut trouver centimètres par milliseconde, par exemple. Bon, dans ce cas-là, vous avez le choix, bien sûr, des unités, mais quand on travaille sur un record du monde comme celui-là, et donc normalement on travaille sur des vitesses en mètres par seconde, qu'on peut convertir aussi en kilomètres par heure. Vous voyez? Donc ici, V1, ça va être mètres par seconde, si je prends les unités du système international. Donc ça, c'est la méthode pour calculer la vitesse de n'importe quel point. Bien entendu, je ne peux pas calculer au point G0 et le dernier point G3. Pourquoi? Parce que je n'ai pas une position après ce point-là. Quand on calcule, bien sûr, la vitesse moyenne. Maintenant, une deuxième chose, sachez que la distance parcourue, c'est-à-dire la distance parcourue, c'est-à-dire entre deux positions, comme ça. Donc la distance parcourue pendant des durées de temps égales, parce que la durée entre G0 et G1, c'est la même qu'entre G1 et G2. Pareil qu'entre G2 et G3. Donc les distances parcourues, hein, on les voit, augmentent, c'est-à-dire les distances parcourues pendant des durées de temps égales, c'est des durées égales, augmentent. Dans ce cas-là, le mouvement, il dit rectiligne accéléré. Vous voyez, rectiligne, pourquoi? Parce que la trajectoire est une droite. Rectiligne accéléré. Voilà, c'est un mouvement rectiligne accéléré dans ce cas-là. Bien entendu, et je vous le montrerai tout à l'heure sur la chronophotographie qui est donnée avec l'exercice, c'est maintenant, je prends une chronophotographie ou un chronogramme comme celui-là. Vous voyez, G0 ici. Ici, je vais prendre G1. Ici, je vais prendre G2. Ici, G3. Et là, G4. Donc vous voyez bien que les distances parcourues pendant des durées de temps égales diminuent en fonction du temps, vous voyez? Ça diminue, c'est le contraire du premier chronogramme. Et bien ici, on dit que le mouvement est rectiligne décéléré. C'est-à-dire décéléré, ça veut dire que la vitesse diminue au cours du temps. C'est normal. Vous voyez ici, vous avez la même durée tôt. Là, c'est pareil tôt. Là, c'est pareil tôt. Or, ici, pendant la même durée, il a parcouru plus de distance que là. Et plus de distance ici que là, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que c'est un mouvement rectiligne décéléré. Si je prends maintenant un chronogramme ou bien une chronophotographie comme ça, donc 10, 15, 30, et là je vais prendre 30. Donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai G0 ici, là j'ai G1, c'est-à-dire le centre d'inertie du système mécanique, là G2, là G3. Donc je remarque sur ce chronogramme ou bien sur cette chronophotographie que les distances parcourues pendant des durées de temps égales, ces distances sont les mêmes. Vous voyez que là j'ai D, D et D. Dans ce cas-là, la vitesse est constante. Et on dit que le mouvement est rectiligne uniforme. Voilà, je vous ai donné un petit peu les trois cas qu'on peut rencontrer et je vais vous les montrer sur l'annexe de l'exercice. Bien, voici la chronophotographie qui est donnée en annexe de l'exercice.
et qu'il faut rendre avec la copie. Donc, ça représente les positions successives du centre d'inertie du système mécanique pilote plus la moto. Donc, sachez que ici, j'ai déjà représenté les vitesses, mais je vais vous expliquer un petit peu comment ils sont représentés sur ce chronogramme. Donc, sachez que les positions vont de G0 jusqu'à G5, et sachez que dans l'exercice, on vous demande de calculer la vitesse au point G2, c'est-à-dire lorsque le centre d'inertie est au point 2. Donc sachez que pour calculer cette vitesse, bon, je vais le faire ici, donc V2, tout simplement, c'est la distance G1, G3. Donc vous voyez, je mets G1, G3 comme ça, et ça c'est divisé par 2 fois taux. 2 fois taux, pourquoi? Parce que la durée entre deux positions successives est la même jusqu'à la fin du trajet. Et cette durée, elle est donnée comme étant taux. Et la valeur, c'est 0,800 secondes. Bien, donc là, il suffit de prendre, bien entendu, la distance entre G1 et G3. Donc, G1, G3, si on mesure, on va trouver à peu près 6,4 cm. Mais dans la réalité, on vous dit que 1 cm vaut 2 mètres. Ce qui donne G1, G3 réel, G1, G3 réel, c'est-à-dire dans la réalité si vous voulez, égale à, il suffit de multiplier par 2, 6,4 fois 2, et ça me donne 12,8, et l'unité c'est le mètre. Donc, vous voyez, entre G1 et G3, dans la réalité, c'est 12,8 mètres. Donc, ici, pour le calcul, ça ne pose aucun problème. Donc, V2 égale à 12,8 divisé par 2 fois 0,800 secondes. Et ça nous donne 8,0 mètres par seconde. Et si vous voulez convertir ça en kilomètres par heure, il suffit de multiplier par 3,6 qui vient de la conversion du mètre en kilomètres et de la seconde en heure. Et ça donne à peu près 28,8. Ça donne 28,8 km par heure. Et sachez que ça n'a pas été demandé dans l'exercice. Bon, ça c'est pour la vitesse V2. Maintenant, pour la vitesse V4, c'est-à-dire au point G4, c'est la même démarche. Je vais prendre la distance de G3 jusqu'à G5. Je vais le faire avec une couleur différente pour bien voir un petit peu la différence. Donc V4, c'est G3, G5, divisé par 2 fois taux. Vous voyez, c'est ce que j'ai expliqué précédemment, vous voyez, avant d'arriver à l'annexe. Maintenant, G3, G5, si on mesure de G3 à G5, on va trouver 12,8 cm, ce qui donne, en multipliant par 2
pour avoir des mètres, 25,6 mètres. Et donc V4 va être 25,6 divisé par 2 fois 0,800 secondes. Et ça nous donne V4 égale à 16 mètres par seconde. Bien entendu, on peut aussi là calculer en kilomètres par heure. Donc, il suffit de multiplier par 3,6. Regardez, je vais le faire ici. Multiplier par 3,6. Et je trouve 57,6 km par heure. Faites attention, on ne vous demande pas de calculer en kilomètres par heure. Là, je vous montre ça. Sachez que quand je fais la résolution d'un exercice, je vous montre autour de chaque question les possibilités, bien sûr, qu'on peut faire dans d'autres exercices. Vous voyez, parce que il y a d'autres exercices où l'on vous demandera peut-être de convertir en kilomètres par heure. Et dans ce cas-là, je vous montre comment faire. Donc, sachez que je viens de trouver les deux vitesses demandées. Je vais l'encadrer en rouge ici. Voilà. Et ici, en mètres par seconde. Donc, on vous demande de représenter, bien entendu, les vitesses sur le chronogramme. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, sur le sujet, on vous dit que 1 cm vaut 2 mètres par seconde. Vous voyez, donc je vais le mettre ici, 1 cm, c'est 2 mètres par seconde. Ça, c'est ce qui est donné dans l'exercice. Donc, c'est très très simple. Vous voyez que V2, sa valeur, c'est 8 mètres par seconde. Donc, bien entendu, c'est V2, donc ça part du point 2, G2, et ça fera 4 cm. Donc vous voyez, voilà, j'ai représenté la première vitesse, V2. Faites attention à ne pas oublier la flèche, bien sûr, parce que la vitesse est un vecteur. Voilà, envers le premier vecteur. V4, 16 mètres par seconde. Bien entendu, ça va nous donner 8 cm. C'est-à-dire, si on divise 16 par 2, ça nous donnera 8 cm. Donc, vous voyez que ça va de G4 jusqu'à cette flèche-là. Vous voyez? Ça, c'est le V4. Donc, ça, c'est la réponse à la question 1, 2. Ça, c'est la réponse à la question 1, 1, ici. Voilà. La réponse à la question 1, 2, c'est ce qui est en vert ici, V2 et V4. Vous voyez les deux qui sont là. Pour la question 1, 3, on vous demande de représenter... Vous voyez, pour la question 1, 3, on vous demande de représenter delta V3, comme ça, là, avec une flèche, et on définit ça comme étant V4 moins V2, c'est-à-dire la différence entre les deux vecteurs. Donc là, ça ne pose aucun problème. Vous voyez, regardez, V4, ça va du point 4 jusque là. Donc ça, c'est le premier vecteur V4. Moins V2. Moins V2, ça veut dire que c'est un vecteur de sens contraire de V2. Regardez, V2, il va vers la droite. Donc, vous voyez, je suis parti de la flèche et j'ai représenté moins V2. Vous voyez, regardez, j'ai mis moins V2 qui va vers la gauche avec 4 cm. Vous voyez? Donc, la différence, c'est quoi? Eh bien, la différence, c'est delta V3 qui est représenté en rouge ici. C'est ça, là. C'est ça le résultat de la différence entre ces deux vecteurs. Sachez que
C'est un problème, bien sûr, de représentation vectorielle. En plus, les vecteurs, ils sont collinéaires, ça veut dire ils ont la même direction, donc ça ne pose aucun problème. Regardez le cours sur les vecteurs, vous verrez qu'il n'y a aucun souci. Donc, maintenant, la différence entre les deux, c'est ce qui est en rouge ici, vous voyez, et ça va vers la droite, ce qui est normal. Pourquoi? Parce que V4 est supérieur à V2. Par conséquent, on va trouver quand même un vecteur qui va vers la droite. Et puis après, puisque c'est ça le résultat de la différence entre les deux vecteurs, je l'ai représenté au point 3, ici. Puisqu'on me dit delta V3, ça représente cette différence-là. Vous voyez que ce que j'ai trouvé ici, là, je l'ai mis là, au point G3. Donc voilà, sachez que c'est une soustraction vectorielle simple, hein, qui ne pose aucun problème. Hein. Donc sachez que vous pouvez regarder le cours sur les vecteurs, vous verrez que ça n'est pas compliqué. Bien, donc c'est la question 1.3. 1.3, c'est cette question-là, hein, d'accord? Donc je vais marquer c'est 1.3. Bon, ça c'est 1.1, on a répondu à la question. 1.2, on a répondu à la question. 1.3, c'est ce qui est représenté ici. Donc, on a un delta V qui est dirigé dans le sens du mouvement. Vous voyez, le mouvement va vers la droite. Donc, delta V3 va vers la droite. Ça, c'est important à noter. Regardez un petit complément. Ça, c'est ce que j'ai expliqué avant. Vous voyez, regardez, j'ai représenté bien sûr G0 ici, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Et on voit que les distances parcourues pendant des durées égales diminuent au cours du temps, contrairement à ce qui est donné dans l'exercice. Et je vous ai dit que dans ce cas-là, on dit que le mouvement, je vais l'écrire ici, mouvement rectiligne décéléré, ça veut dire qu'il ralentit. Rectiligne décéléré. Voilà, décéléré. Une chose importante ici, sachez que lorsque vous avez un système mécanique comme ça, qui va dans ce sens-là, ça c'est le sens du mouvement. Lorsque c'est décéléré, eh bien, l'accélération est négative, il va toujours dans le sens contraire du mouvement. Donc ça c'est important à noter, parce que parfois, dès que vous avez un mouvement décéléré, rectiligne décéléré, sachez que l'accélération va dans le sens contraire du mouvement. Comme ici. Dans l'exercice qui est donné, ici, si je représente le système par G, comme ça c'est le sens du mouvement, hein, du motard. Et sachez que dans ce cas-là, puisque c'est un mouvement rectiligne accéléré, eh bien l'accélération, bien sûr, va dans le même sens que le système mécanique. Vous voyez, il va dans le même sens. Ça, c'est accéléré. Vous voyez? Accéléré. Ça, c'est décéléré. Donc, ces deux remarques qui sont très très importantes. Parfois, on vous donne un exercice. Il s'agit d'un système mécanique dont le mouvement est rectiligne décéléré. Et on vous donne une accélération, mais on vous donne que la valeur absolue de l'accélération, c'est-à-dire 2 mètres par seconde au carré, par exemple, ou 4, ça dépend de l'exercice. Et vous, bien sûr, vous devez bien sûr orienter l'accélération dans le sens contraire du mouvement. Vous voyez, le sens du mouvement, c'est ce que j'ai représenté ici en noir. Bien, un dernier exemple maintenant.
Vous voyez ici, hein, j'ai pris un chronogramme ou bien une chronophotographie, mais les distances parcourues par le système mécanique pendant des durées de temps égales est constante. Vous voyez, la distance, elle est constante. Si je prends G0 ici, G1, G2, G3, G4, G5, et bien là, c'est un mouvement, vous voyez, rectiligne uniforme. Et l'accélération égale à 0. Donc voilà les trois chronophotographies qu'on peut trouver, bien sûr, dans les exercices. Et voilà comment on répond à ces questions-là. Donc sachez qu'à chaque fois que vous cherchez à calculer la vitesse d'un point du chronogramme ou de la chronophotographie, il faut toujours le point d'avant et d'après. Et vous regardez tout simplement aussi l'échelle qui est donnée dans l'exercice. Et puis vous divisez par la durée en double, c'est-à-dire 2 fois la durée, vous voyez, parce que si on prend 3 points, donc il y a 2 durées qui sont concernées par le calcul. Vous voyez, regardez là, je vais mettre les durées. Vous allez voir que ici c'est taux, ici c'est la même chose, c'est toujours la même valeur de la durée, vous voyez, quelles que soient les distances parcourues. Et c'est ça qui nous donne la nature du mouvement. Est-ce qu'il est rectiligne? Est-ce qu'il est accéléré, décéléré, constant? Hein, est-ce que la vitesse est constante? Est-ce que le mouvement est uniforme, décéléré, accéléré? Voilà la réponse aux questions 1.1, 1.2 et 1.3. Bien, désolé pour les pages précédentes concernant l'annexe qui est à rendre avec la copie. Hein, il y a quelques valeurs qu'on voit pas et quelques inscriptions aussi qu'on ne voit pas. Donc voici la fiche complète hein, pour plus d'informations. Hein. Donc désolé encore et voici la fiche pour compléter un petit peu les inscriptions qui manquaient sur les pages précédentes. Bien, voici un peu les réponses que je vous ai données. Hein. V2, c'est G1, G3 sur 2 taux. On a trouvé G1, G3 hein, égale à 6,4 cm. Donc, dans le cas réel, ça donne G1, G3 égale à 12,8 mètres. C'est-à-dire qu'il faut multiplier par 2. Donc, V2 égale à 12,8 divisé par 2 fois 0,800 secondes. Et ça nous donne 8,0 mètres par seconde. C'est ce que je vous ai donné sur le chronogramme tout à l'heure. Maintenant, pour V4, c'est G3, G5 divisé par 2 fois taux. Vous voyez? Or, G3, G5, c'est égal à 12,8 cm, qui dans le cas réel va nous donner G3, G5 à multiplier par 2 pour avoir des mètres. Et ça nous donne 25,6 mètres. Vous voyez, ça, c'est important. Ça aussi, c'est important. Et donc, pour calculer V4, j'ai fait 25,6 divisé par 2 fois 0,800. Et ça me donne 16 mètres par seconde. Donc, voilà pour V4. Et voilà pour V2. Donc, pour faire la représentation, regardez ce que j'ai fait sur le chronogramme. On vous dit que 2 mètres sont représentés par 1 cm. Donc, pour 1, 2, donc V2 va être représenté par 4 cm. Et puis V4 va être représenté par 8 cm sur le chronogramme.
Bon, maintenant 1, 3. Pour 1, 3 maintenant, on vous demande de représenter la différence, c'est-à-dire V4 moins V2. Donc sachez que V4 est l'allée, admettons, de ce point à celui-là. Ça c'est V4. Et bien pour mettre moins V2, il suffit de prendre, vous voyez, moins V2 comme ça. Et le résultat, bien sûr, ça va de l'origine du premier vecteur à la flèche du deuxième. Donc ça, c'est delta V3. Vous avez par exemple, vous voyez, un vecteur V1 comme ça, plus un vecteur V2 comme ça, par exemple. Vous voyez? Normalement, vous avez appris, on met le parallélogramme comme ça. Vous voyez? Donc le résultat, c'est ce vecteur-là. Vous voyez? La somme, c'est celui-là. Ça, c'est V1 plus V2. Vous voyez? Et regardez bien maintenant, si je prends V1, c'est celui-là, là, plus V2, vous voyez, de la même flèche, je trace le vecteur V2. Vous voyez, c'est un vecteur qui est parallèle à V2 et qui part de ce point. Vous voyez, regardez, comme ça. Là. Vous voyez, ça, c'est V2, ça. Vous voyez? Donc, V1, V2, vous voyez, parallèle à V2. Sinon, ça ne marche pas. Et le résultat, vous voyez, une fois que vous faites comme ça c'est V1. Et après, vous faites comme ça, V2. Sachez que le résultat, ça va de l'origine du premier vecteur, c'est-à-dire là, jusqu'à la flèche du dernier vecteur, c'est-à-dire là. Donc la somme, c'est ça. Ça, c'est V1 plus V2. Hein, c'est ce qu'on a fait ici, vous voyez. Sauf ici, c'est plus simple, hein, parce que les vecteurs sont collinéaires. Voilà pour ces questions. Et maintenant, pour la question 1,4, on vous demande de donner l'expression du vecteur accélération A3. Donc, sachez que A3 égale delta V3 sur 2 taux. Ce qui donne aussi V4 moins V2 sur 2 taux. Donc, voilà l'expression de l'accélération. Donc, sachez, là, je vais juste vous montrer un peu ça. Là, j'ai 0, là, j'ai 1, là, j'ai 2, là, j'ai 3, là, j'ai 4. Ah, je ne respecte pas les distances, c'est juste pour vous montrer. Vous voyez que ici, j'ai V2. Vous voyez? Là, j'ai V4. Vous voyez qu'avec ces deux vitesses-là, je ne peux calculer que l'accélération du point A3. Vous voyez? Vous voyez? Ça veut dire que A3 égale la vitesse du point qui est juste après le point 3, donc c'est V4, moins la vitesse qui est juste avant le point 3, c'est-à-dire V2, et bien sûr divisé par 2 taux. Pourquoi? Parce que de là à là, j'ai taux, et de là à là aussi, j'ai taux. Vous voyez? Vous voyez? Si je cherche par exemple à calculer l'accélération au point 2, c'est-à-dire ici, obligatoirement je dois connaître la vitesse au point 3 et la vitesse au point 1. Vous voyez? Donc ça va être V3 moins V1 sur 2 taux, vous voyez? Mais la question n'est pas posée dans l'exercice. Comment on calcule l'accélération de n'importe quel point? Vous voyez?
Là, on vous demande A3. Ben, bien entendu, puisqu'on vous a demandé de calculer la vitesse V2, la vitesse V4. Donc, vous voyez que l'exercice, bien sûr, il va dans ce sens-là, vous voyez. Donc, retenez une chose, pour calculer une vitesse, on prend toujours, c'est-à-dire d'un point, n'importe lequel, c'est toujours le point d'avant et d'après qui sont importants. Vous voyez, si je calcule par exemple V1 ici, là, c'est le point G0 et G2. Vous voyez, donc c'est G0, G2 divisé par 2 taux. Retenez ça parce que c'est ce qui marche dans les chronogrammes ou bien les chronophotographies. On peut vous donner un exercice sur la chute libre, par exemple, avec un chronogramme, et ça se fait exactement de la même manière, vous voyez. Donc, retenez qu'à chaque fois, si vous cherchez à calculer une vitesse d'un point, je peux marquer ici carrément, vous voyez, je vais vous donner, je vais généraliser ça si vous voulez, regardez, là. Et sachez que c'est ce que je raconte là qui est important, parce que le résultat de l'exercice, trouver la valeur et répondre à la question, ça, il n'y a aucun souci. Mais après, il faut connaître la méthode générale. Regardez, si je prends V d'un point I, vous voyez, quelconque ici. Donc, c'est G de I moins 1, G de I plus 1, vous voyez, sur 2 taux. Vous voyez, avant et après le point I. Attention, parce que ici on vous donne G, mais parfois on vous donne A. Si on vous donne 10 points A, ben ça sera A, I moins 1, A, I plus 1 sur 2 taux, par exemple, vous voyez. Hein, ça dépend comment on nomme les points qui sont sur le chronogramme. Parfois, ça n'est pas G, mais ça peut être M. Vous voyez, ça peut être M aussi. Hein, si on prend M, I moins 1 et M, I plus 1 sur 2 taux. Donc voilà, il n'y a que le point de départ et le point de la fin qu'on ne peut pas étudier. Vous voyez. Maintenant, l'accélération d'un point I. Vous voyez. Eh bien, c'est la vitesse de I plus 1, faites attention, hein, c'est toujours plus 1, moins V de I moins 1. Vous voyez, là, je peux mettre les flèches comme ça, vous voyez, sur deux taux. Donc, vous voyez que je m'intéresse au point I, et je prends toujours le point d'avant et le point d'après. Donc, vous voyez que si VI plus 1 est supérieur à VI moins 1, eh bien, le mouvement sera accéléré. Et l'accélération sera supérieure à 0. Si maintenant VI plus 1 est inférieur à VI moins 1, ça veut dire que le système ralentit au cours du mouvement, eh bien l'accélération va être négative et dirigée dans le sens contraire du mouvement. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le chronogramme ou sur la chronophotographie. Donc voilà, donc ça, tout ce que je viens de dire là, c'est à retenir et puis à appliquer tout simplement. Faites attention aux unités que vous utilisez. Faites attention aussi à l'échelle de l'exercice. Ah, ça n'est pas toujours des centimètres ici. Vous voyez, on peut relever des centimètres, mais après on vous dit que 1 centimètre vaut 7 mètres, par exemple, ou vaut 3 mètres, ou 1 kilomètre. Donc il faut bien respecter aussi l'échelle. Donc voilà pour la question 1,4. Mais après, on va calculer quand même la valeur. Ici, j'ai donné l'expression vectorielle. Donc pour calculer A3, bon, il y a deux méthodes. Bon, la première méthode, c'est delta V3. Combien ça fait de centimètres? On a trouvé 4 centimètres sur le chronogramme. Mais dans le réel, c'est 8 mètres. Vous voyez? Donc, l'accélération A3 va être
8 divisé par 0,800 fois 2. Et donc, ça donne 5,0 mètres par seconde au carré. Deuxième méthode, eh bien, A3, c'est la valeur de V4. On a trouvé 16 mètres par seconde, moins la valeur de V2, on a trouvé 8, divisé par 2 fois 0,800. Eh bien, ça me donne la même chose. Ça veut dire 8 divisé par 2 fois 0,800, ça me donne 5,0 mètres par seconde au carré. Donc vous voyez que l'accélération A3 est supérieure à 0, car le mouvement, bien sûr, qui nous intéresse, c'est un mouvement rectiligne accéléré. Vous voyez? Rectiligne, je vais l'écrire ici, accéléré. Bien, pour la question 1.5.1, je vais travailler sur ce graphique et puis après je passerai au graphique qui est donné dans l'exercice. On vous demande de montrer que cette courbe permet d'affirmer que l'accélération est constante. Est-ce que l'accélération est une constante? Donc sachez que on peut répondre à la question de deux manières différentes. Déjà, c'est une fonction linéaire, donc qui représente la proportionnalité aussi. Soit on marque V et T, c'est-à-dire la vitesse et le temps sont proportionnels, vous voyez, sont proportionnels. Donc, ça veut dire quoi proportionnel? Ça veut dire V égale à une constante fois le temps T. Ou bien que la courbe représente une fonction linéaire, chose que ça revient à la même chose, mais ça dépend de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez donner comme réponse. Fonction linéaire, y égale à k fois x, avec k une constante. Or, y c'est v, et x c'est le temps. Donc voilà, donc vous avez les deux équations, bien sûr, qui proviennent de la même chose. Sachez qu'une fonction linéaire représente, bien sûr, la proportionnalité. Or l'accélération, par définition, c'est la variation de la vitesse par rapport au temps. Soit delta v sur delta t, ou bien dv sur dt. Donc, si on dérive cette fonction linéaire, on va trouver que a égale à k, donc une constante. Et donc, on vient de répondre à la question, à savoir que l'accélération A est constante au cours de ce mouvement, au cours du mouvement. Bien, pour la question 1.5.2, on vous demande de calculer, donner la valeur de A. Quelle est la valeur de l'accélération A? Dans ce cas, A est le coefficient directeur, bien sûr, de la droite qui est donné. Donc A, coefficient directeur de la droite présentant V en fonction de T. C'est-à-dire du temps. Voici quelques règles, bien sûr pratiques, pour déterminer un coefficient directeur avec une plus grande précision. Sachez que les deux points choisis sur la droite doivent être
doivent être les plus éloignés possibles, et sur la droite. Ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des élèves ou des étudiants qui prennent 2 points côte à côte, vous voyez? Quand on les prend côte à côte, eh ben l'erreur elle est grande et le résultat elle est moins précis. Parfois, on a aussi des points qui ne sont pas sur la droite aussi, hein, tout dépend de la représentation graphique qu'on vous donne. Mais sachez que c'est bien de prendre 2 points les plus éloignés possibles, vous voyez, et sur la droite. Prendre comme point 0, 0, s'il est sur la droite. Sinon, c'est pas bon, parce que sinon vous allez trouver un mauvais résultat. Donc pour la droite qu'on vous donne, la droite passe par 0. Donc je vais prendre 0 comme un point. Et sachez que vous avez un point, hein, je vais prendre 0, 0, c'est-à-dire le point A, 0, 0. Le point B, je vais le prendre dans 10, 50. Vous voyez, 10, 50, c'est-à-dire 10 secondes, 50 mètres par seconde. Et donc l'accélération va être, attention, c'est delta V sur delta T. À ne pas mettre delta T sur delta V. Donc ça va me donner quoi? 50 moins 0 sur 10 moins 0. Donc ça va me donner A égale à 5 mètres par seconde au carré. Voilà la réponse à la question 1,5,2. Retenez quand même ces règles-là, hein, ils sont importantes. Et après, pour calculer, normalement, ça ne doit pas poser de problème. Bien sûr que je vais vous montrer tout ça sur le vrai graphique 1, 2, 3. Bien entendu, je vais vous montrer tout ça sur le graphique qui est donné avec l'exercice. Mais là, bien sûr, l'explication d'abord, elle est importante. Hein, puis après, je passerai sur le graphique qui est donné dans l'exercice. Bien, 1,5,3 maintenant. Question 1,5,3. On vous demande que lorsque le motard atteint une vitesse de 160 km par heure, voyez, quelle serait la distance parcourue? Vous voyez, D parcourue. Pour cela, on vous donne le graphique, la vitesse en fonction du temps, et on vous donne aussi le graphique, la distance D en fonction du temps, en secondes, là en mètres. Faites très très attention lorsque vous avez un graphique. Regardez toujours ce qui est représenté sur les axes, ordonnées, abscisse. Regardez les unités qui sont données aussi, en ordonnée, en abscisse. Vous voyez là, j'aurais pu avoir des kilomètres, là j'aurais pu avoir des heures, ou bien des minutes, ou bien autre unité que la seconde. Donc c'est très très important à noter tout ça, parce que ça c'est important. Donc alors comment faire? Tout d'abord, 160 km par heure, vous voyez, c'est à convertir en mètres par seconde, et dans ce cas-là, on divise par 3,6. Pourquoi on divise par 3,6? Je vais vous montrer ça. On trouve à peu près 44,4 mètres par seconde. Bon, il y en a qui divisent, qui multiplient par 3,6, peut-être sans savoir d'où ça vient, mais sachez que, regardez, pour convertir, c'est l'occasion aussi de vous montrer ça, pour ceux qui ne savent pas en tout cas, 160 km par heure, je l'écris comme ça, vous voyez.
Vous voyez, pour convertir des unités composées comme ça, hein, qu'il y ait 10 unités ou 5 ou 20, c'est toujours la même chose, vous voyez. Donc, vous voyez, oubliez le nombre qui est là, on l'oublie. Donc voilà, vous voyez, regardez, 160, voilà, je l'oublie comme ça, multiplié par, vous voyez, je mets le trait de la fraction, kilomètre en mètre, donc ça c'est facile, c'est 10 puissance 3. Bien sûr qu'il faut connaître les conversions classiques, sinon on ne fait rien. Heure, ça fait 3600 secondes. Donc vous voyez que déjà ici, j'ai l'unité que je cherche, mètres par seconde, vous voyez. Et vous avez remarqué que, vous voyez, regardez, le 10,3 sur 3600. Vous voyez, je vais écrire ça comme ça. Vous voyez, regardez, 160 fois, je peux écrire ça comme ça. Vous voyez, 1 divisé par 3600 divisé par 10 puissance 3. Vous voyez, j'écris cette fraction comme celle-là, vous voyez. C'est la même chose mathématiquement parlant. Et vous voyez le 10,3 ici, si je le fais monter ici, ça devient 10 moins 3. Donc vous voyez, regardez, je vais l'effacer. Et je vais mettre ici 10 moins 3. Et 3600 fois 10 moins 3, ça donne quoi? Eh bien, ça donne 3,6. Donc vous voyez, regardez, je vais écrire tout ça sous la forme 3,6. Et donc, c'est 160, vous voyez, divisé par 3,6. Donc ça vient de là, mais vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de démontrer ça. Bien, donc j'ai 44,4 mètres par seconde. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous prenez, vous voyez là aussi c'est intéressant, vous prenez la valeur la plus haute ici. Hein, la plus haute c'est 60 mètres par seconde. Vous voyez 60 ici, mètres par seconde. Vous voyez, vous mesurez la distance de là à là. Vous voyez? En fait, ça fait 6 cm si vous regardez le graphique. Vous voyez, parce que 1 cm, ça fait 10 mètres par seconde. Et vous faites là le produit en croix pour trouver. Vous voyez, vous mettez 60 pour 6 cm, 44,4 pour x cm. Vous voyez? Et vous trouvez le x cm. Ici, 44,4 fois 6 divisé par 60. Et là, vous allez trouver 4,4 cm à peu près, vous voyez, x. Donc ça, c'est pour placer 44,4 mètres par seconde. Vous voyez donc, j'ai pris la distance de 0 à 60, hein, c'est 6 cm. Et j'ai fait la règle de 3 ou le produit en croix, vous voyez. Donc, je place bien sûr à 4,4 cm, ici. Admettons, hein, c'est là, hein, je vais vous montrer le vrai... Admettons ici, j'ai 44,4 ici. Donc, vous faites comme ça et vous avez le temps. Vous voyez, le temps... Je vais marquer le temps pour trouver la distance D. Et puis ici, vous venez, vous mettez le temps pour trouver la distance D, et vous trouvez la distance D ici. Donc pour résumer un petit peu, c'est pas très compliqué. Vous calculez d'abord la vitesse en mètres par seconde, je vous ai montré ça. Vous placez cette vitesse sur ce graphique, vitesse en fonction du temps, vous déterminez le temps qui correspond à cette vitesse et vous le reportez sur le graphique de la distance en fonction du temps. Et vous trouvez la distance D. Je vais vous le montrer sur le graphique, vous allez voir. Bien, voici comment faire maintenant sur le vrai graphique. Vous voyez que le vrai graphique, la vitesse en fonction du temps, ici, et là, c'est la distance en fonction du temps.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'avais calculé la vitesse qui correspond à 160 km par heure. J'ai trouvé 44,4 mètres par seconde. Donc, vous voyez que là, j'ai fait le produit en croix que je vous ai montré. 60 mètres par seconde, ici, ça correspond à quelle distance? Ça correspond à 6 cm. Et vous mettez 44,4 à x et vous trouvez x 4,4 cm. Vous le mettez là sur l'axe des ordonnées. Et après, ça vous donne exactement le temps ici. C'est à peu près 8,9 à peu près. Hein. Je vais vous donner ce temps-là, mais sachez que 8,9 à peu près secondes. Sachez que dans tout travail graphique comme ça, bien sûr, il y a toujours des incertitudes, il y a toujours des arrondis, donc ça n'est pas très très grave si vous êtes à côté de 8,9. Il y en a carrément qui prennent 9. Ça dépend, mais soyez le plus précis possible et normalement ça marche si vous appliquez la méthode. Donc, vous voyez que ce temps qui est là, je le porte ici, vous voyez, sur l'autre graphique. Mais comme là, le graphique de la vitesse et de la distance, ils sont l'un sur l'autre, vous voyez que je suis descendu de ce temps carrément jusque là, vous voyez, là. Ça, c'est à peu près 8,9 secondes. Sinon, vous prenez la valeur qui est là et vous la portez ici, vous voyez, sur l'axe des abscisses. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ce que je viens de faire, sachant que là, c'est vrai que les graphiques, ils sont vraiment, vous voyez, les axes des ordonnées, ils sont vraiment alignés. Vous voyez, regardez, si je prends une règle, vous verrez qu'ils sont vraiment alignés. Vous voyez, regardez. Vous voyez, ils sont alignés. C'est pour cela que je suis descendu directement jusqu'en bas, à partir de là, vous voyez. Mais ça n'est pas une obligation. Bien, maintenant que vous avez porté le temps ici, eh bien, vous voyez, c'est comme tout graphique. Hein, donc, je monte et puis je vais vers la distance ici. Vous voyez. Maintenant, comment calculer la distance aussi? Sachez que, faites attention, hein, là c'est 50, là c'est 100, 150, 200, 250, et là c'est 300. Vous voyez, la plus grande valeur c'est 300. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la règle de 3, le produit en croix. Faites-le toujours pour trouver la valeur la plus précise, parce que parfois on met le point au hasard, bon, soit au milieu, soit vers la fin, soit... Non, vous prenez une distance quelconque. Bon, là j'ai pris 300, mais vous pouvez prendre 250, vous pouvez prendre n'importe quelle graduation, mais plus la graduation est grande, plus la précision est meilleure. Vous voyez? Donc là j'ai pris 300, ben, ça fait 6 cm, et la distance D que je cherche ici, pour 3,9 cm, vous voyez? Pourquoi? Parce que de là à là, c'est 3,9 cm, là. Vous voyez? Là. Donc 3,9, elles correspondent à une distance D que j'ai calculée, j'ai trouvé à peu près 195 mètres. Donc vous voyez que la distance parcourue lorsque la vitesse, bien sûr, atteinte, elle est de 160 km par heure, hein, la distance parcourue sera 195 mètres. Donc voilà pour cette partie qui concerne la phase d'accélération, bien entendu, du pilote sur sa moto. Donc vous voyez que ce qu'il faut retenir un petit peu de l'exercice, hein, c'est que d'une part, on a calculé la vitesse et l'accélération à partir d'un chronogramme ou bien d'une chronophotographie. Retenez la méthode, surtout la méthode, notez-la bien.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris la lecture d'un graphique, l'utilisation d'un graphique, voilà, des choses un petit peu classiques. Je reviens juste sur l'accélération que j'ai calculée avant. Vous voyez, j'ai pris ce point ici, vous voyez ce point-là, hein, il est sur la droite, et en plus, il est précis, vous voyez, parce que j'ai 10 et j'ai 50. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de 2 points qui doivent être sur la droite et éloignés les uns des autres. Mais si au niveau de ces points, vous avez des valeurs bien sûr affichées sur les axes, c'est encore mieux. Parce que sinon, vous allez devoir estimer la valeur ou les coordonnées du point qui n'est pas représenté sur les axes. Donc c'est à vous de voir en fonction de l'exercice. Vous voyez les points que vous choisissez. D'abord, il faut qu'ils soient loin l'un de l'autre, hein, les 2 points. Et il faut qu'ils soient sur la droite. Et de préférence avec des valeurs notées sur les axes X, Y, ou bien axe des abscisses et axe des ordonnées. Ça, c'est important. Et si l'origine fait partie, bien sûr, de la droite, comme ici, eh bien, on le prend comme un point et ça facilite un petit peu les calculs, vous voyez. Voilà pour cette partie. Vous avez la suite de l'exercice, bien entendu, hein, vous pouvez faire la suite et la correction sera pour bientôt. Allez, bon courage et à la prochaine.